La Zambie remporte la 28e Coupe d'Afrique des Nations. Les Chipolopolo ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire au tir au but après les prolongations. 8 buts à 7. C'était tout à l'heure au stade de Libreville au Gabon. Les Aigles du Mali, eux, ont regagné Bamako ce soir même après leur parcours honorable à la CAN. Le peuple de supporters reconnaissant leur a réservé un accueil grandiose à la dimension des efforts fournis. La coopération Mali-Monaco est au beau fixe. Un peu plus de 2 mois après la visite du président ATT à Monaco, le prince Albert II est attendu demain ici à Bamako pour une visite d'État de 3 jours. Et en fin de journal, nous aurons un stock de rythme reggae avec la 7e édition du Festival international de reggae qui a vécu hier soir. Les Rastas célébraient le 67e anniversaire de la naissance du roi du reggae, Bob Marley. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Avant donc de vous développer tous ces titres dans un instant, sachez que le président de la République, Amadou Toumani Touré, se rend demain à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il est invité à prendre part à la triennale de l'éducation à l'occasion de ce départ du chef de l'État, Amadou Toumani Touré, à Ouagadougou. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain lundi 13 février 2012, les membres de la délégation présidentielle à 6 h, les membres des corps constitués désignés à 6 h 30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 7 h. Nous vous l'annoncions également dans les titres, l'arrivée demain lundi à Bamako pour une visite d'État au Mali de son Altesse, le prince Albert II de Monaco du 13 au 15 février 2012. À cette occasion également, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain lundi 13 février 2012 à 14 h. Les corps constitués suivants: les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, le médiateur de la République, les vérificateurs généraux, les chefs des missions diplomatiques et organisations internationales, les chefs d'état-major et directeurs des services centraux des armées. L'atterrissage de l'avion du prince souverain est prévu pour 14 h 30 minutes. Zambie 8, Côte d'Ivoire 7, c'est les résultats de la finale de la 28e Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever à Libreville au Gabon après 90 minutes de temps réglementaire, 30 minutes de prolongation et une séance de tir au but interminable pour les cœurs fragiles. Ce sont les Chipolopolo qui se sont imposés face aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont vu leur rêve s'envoler. Zambie-Côte d'Ivoire, le match le plus long et qui aura gardé le plus longtemps possible suspense au cours de cette 28e CAN. Les commentaires et autres détails à suivre dans le journal spécial CAN après cette édition. Ce sera avec Khalifa Nama Traoré. Les Aigles du Mali, eux, sont de retour de la CAN 2012 où ils ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Ils sont sortis très nombreux pour congratuler ces jeunes qui ont mouillé le maillot pour faire honneur à la patrie. Voici l'ambiance à Sénou. C'est avec Abdoul Karim Kaba. Émotion, sensation et la fierté d'être malien se ressentaient sur le visage des Aigles du Mali de retour de la CAN 2012. À l'accueil, ils étaient des milliers de Maliens à attendre les Aigles du Mali. Les acteurs sont tout simplement heureux de voir cette mobilisation des Maliens. Quand tu as la foi, quand tu penses au pays, après il n'y a rien qui peut t'arrêter. Je suis content de venir au Mali. Je suis content de venir au Mali avec la 3e place, avec tout le monde qui est ici. Je suis très content de l'accueil qu'ils nous ont réservé. C'est ma première sélection, on est arrivé 3e. J'ai tout donné pour le pays et je suis très content. C'est une émotion, vous voyez tout ce monde-là. On est vraiment fiers de ce qu'on a fait et on est fiers d'être Maliens aujourd'hui et je dis merci à tous les peuples maliens qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelle était votre source de motivation sur le terrain? La source de motivation, c'est la nation, c'est un pays. On a de tout cœur de montrer que nous aimons notre pays et montrer à tous les peuples maliens qu'on est fiers d'être Maliens. Et on l'a montré sur le terrain, on est vraiment fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et merci à tout ce grand monde qui sont venus nous soutenir tout à l'heure. On est content, ça fait plaisir. On joue au football pour des moments comme ça. Avoir la population heureuse, c'est ça le plus important. On avait le même envie, c'est-à-dire de gagner pour faire plaisir à notre pays, tout simplement. Si les Aigles du Mali ont émerveillé le public pendant la CAN, ils ont eu à leur tour l'accompagnement du peuple tout entier.
Voilà la fête à l'aéroport Bamako-Sénou pour accueillir les aigles, mais également à travers la ville de Bamako, où les artères empruntées par les nôtres pour aller au stade Modibo Keïta étaient également bondées de monde. Dans une communion, ils étaient encore là pour dire merci aux aigles du Mali et leur renouveler la confiance de toute la nation. Ce parcours de l'aéroport de Sénou au stade Modibo Keïta, on voit tout cela avec Isaac Tino. C'est un public de grand jour qui a pris d'assaut les différentes voies de la ville de Bamako pour dire merci aux aigles du Mali après leur brillant parcours à cette CAN. Difficile pour les autorités et l'équipe nationale de se frayer un chemin. Seul slogan, vive le Mali. De l'aéroport au stade Modibo Keïta, les Maliens n'ont pas manqué de montrer leur soutien à leur équipe nationale pour dire que la réconciliation avec le public, après un moment difficile, est désormais scellée. Au stade Omnisport Modibo Keïta, qu'on va appeler ce soir donc au point de convergence de toutes ces énergies, les aigles du Mali ont été accueillis également par un beau monde. L'équipe nationale a reçu sur place une visite surprise, celle du président Amadou Toumani Touré, dans une véritable ambiance. Suivez. Que c'est beau de gagner, faire plaisir à son peuple. Nous y reviendrons demain en détail avec notre reporter Ibrahim Traoré, qui était également au stade Modibo Keïta. Les aigles du Mali performants et qui ont rempli donc le cœur des Maliens de bonheur. Une performance qui continue d'être célébrée, magnifiée par les Maliens à travers de nombreux messages de félicitations qui continuent de nous parvenir ce soir, les messages de l'ADEMA, PSUJ, du PSP, du Parrainat, du Parti uni pour la République pure. Tous adressent leurs compliments aux joueurs, à l'encadrement et aux supporters et se disent fiers et comblés par cette troisième place remportée par les Aigles au cours de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée et ce soir par la victoire de la Zambie sur la Côte d'Ivoire. Et nous voyons maintenant d'autres sujets de l'actualité. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, qui a reçu cet après-midi en audience le ministre nigérian des Affaires étrangères. Bazoum Mohamed était porteur de message du président Mahamadou Issoufou à son homologue du Mali. Par ce message, le Niger réaffirme son soutien au peuple malien face à la situation que connaît le Nord Mali. Bazoum Mohamed est au micro de notre reporter Amadou Sankaré à l'issue de l'audience. Ce message est un message de soutien et de solidarité que lui exprime à lui et par-delà lui au peuple du Mali face à l'épreuve à laquelle il est confronté depuis quelques semaines liée aux événements qui se déroulent dans le nord et l'est de votre pays. Le Niger est un pays frontalier du Mali, mais plus que cela,
Comme aime à le dire le président Touré, le Niger et le Mali sont des pays jumeaux. Et tout ce qui affecte la stabilité et la paix au Mali affecte directement le Niger. Et en particulier ce genre d'événements, nous avons historiquement eu la preuve à chaque fois qu'ils se sont passés au Mali, une année après, avec un décalage quasi millimétré, il commence au Niger et il se passe exactement de la même façon en nous créant des problèmes énormes qui mettent à rude épreuve la cohésion de nos pays, la cohabitation entre les communautés. C'est autant de choses dont nous n'avons pas besoin. Nous en avons d'autant moins besoin aujourd'hui que nous avons fait de grandes avancées dans le domaine de la démocratie, dans le domaine des libertés, du respect des droits de l'homme. Le Mali, à cet égard, est un pays qui aura beaucoup plus fait, peut-être même, pouvons-nous dire, que le Niger. Et nous avons trouvé particulièrement injuste que des hommes prennent des armes aujourd'hui au Mali pour réclamer des droits. Qu'ils le fassent après le pacte national de 1992, c'était déjà injuste, mais qu'ils le fassent après le magistère du président Amadou Touré, dont on connaît la générosité et dont on connaît la façon dont il a traité ces questions, est franchement révoltant. Et donc nous lui témoignons notre soutien, notre solidarité, mais en même temps nous sommes sûrs que le Mali s'en sortira comme il a fait face à d'autres épreuves. Et le Niger sera toujours avec le Mali entier et le Niger entier. Le prince Albert II de Monaco attendu demain lundi ici à Bamako dans le cadre d'une visite d'État de 3 jours. Durant son séjour, le souverain monégasque aura des entretiens avec les personnalités politiques et administratives du pays et procédera à l'ouverture officielle du consulat de Monaco au Mali. La principauté de Monaco, dans le cadre de la coopération bilatérale, a financé bon nombre de projets dans notre pays. On peut retenir le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et le centre de formation à l'entrepreneuriat agricole et artisanal de Baguineda, des modèles de réussite dans le domaine du bien-être social, mais également de la lutte contre la pauvreté. Notre reporter Oumar Kouressi a visité ces 2 projets. Voici son reportage. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est créé en 2010 grâce à une forte volonté politique de l'État malien, appuyée par un consortium de partenaires tels que le Conseil général 92 des Hauts-de-Seine, la Fondation Pierre Fabre, la mairie du district de Bamako, mais aussi la principauté de Monaco qui nous a appuyés sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est l'extension du laboratoire de biologie. Aujourd'hui, on a une salle de biologie cellulaire, une salle de biologie moléculaire, tout ça dans les perspectives de recherche fondamentale sur la maladie. Deuxième volet, c'est l'appui aux soins, c'est-à-dire que la principauté de Monaco a financé pour l'achat de médicaments, de vaccins, c'est extrêmement important pour éviter les complications graves chez ces malades-là. L'autre volet, c'est le volet fonctionnement. L'achat de médicaments et aussi l'embellissement de la cour, la mise en place de matériel destiné à la sécurité incendie, mais également la mise en place de fontaines d'eau pour les commodités pour les malades. Et enfin, il y a la communication. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. Au Mali, 5 000 à 6 000 naissances drépanocytaires sont enregistrées chaque année. Si une prise en charge rapide n'est pas effectuée, la moitié de ces enfants ne fêtera pas son 5e anniversaire. L'organisation de ces soins est passée par un système de forfait aussi, qui à mon avis est unique dans notre contexte. Le forfait, c'est quoi? C'est que le malade doit payer environ 40% des prestations du centre, étant entendu que les 60% sont pris en charge par le centre. Loin des hauteurs du Point G, à 50 km de Bamako, nous voici au centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal de Sinkorokura, dans la commune rurale de Baguineda. Initié par l'ONG Association Jeunesse Action du Mali, AJA Mali, le centre, qui s'étend sur une superficie de 15 hectares, est financé par la direction de la coopération internationale de Monaco pour un montant de 332 000 €, plus de 217 millions de francs CFA. Ce centre a été créé dans une approche globale de mettre en œuvre un projet de formation professionnelle
dans les activités agro-silvopastorales et en entrepreneuriat des jeunes de Baguinda. Il comporte un atelier pour la fabrication d'équipements agricoles, un espace pour l'aviculture, un espace de maraîchage, un espace pour la pisciculture et un espace pour aussi l'élevage des bovins. Et tout cet ensemble-là est accompagné par des salles où se déroulent les formations théoriques. Donc c'est un gros effort que la direction de la coopération internationale a bien voulu consentir en faveur des 32 villages de Baguinda. La lutte contre la maladie et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ont un dénominateur commun: juguler le chômage et enrayer la pauvreté. La création de ces deux centres, qui sont un modèle de réussite, chacun dans son domaine, en est l'illustration parfaite. Autre fruit de la coopération Mali-Monaco, la nouvelle usine de transformation et de conditionnement de fruits et légumes à Yanfolila, et qui sera opérationnelle dès le 15 mars prochain. C'est une unité financée à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par des opérateurs privés monégasques. La récente visite du président de la République, Amadou Toumani Touré, à Monaco, a contribué à donner un coup d'accélérateur à ce projet qui, une fois terminé, permettra de mieux gérer la surproduction des fruits et légumes dans la localité. Nos envoyés spéciaux à Yanfolila, Amadou Sankari et Gaussou Touré. Nous sommes à Yanfolila, dans la région de Sikasso. Ici, la population est estimée à environ 123 000 habitants et les activités tournent autour de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'exploitation minière. Parmi ces activités, l'arboriculture occupe une place de choix avec de grands espaces d'arbres fruitiers. Le cercle de Yanfolila fournit le tiers de la production nationale en mangue, soit plus de 80 000 tonnes par an. Yanfolila est une petite partie du Mali. Il y a la production partout, à Sikasso, à Bougouni, à Kolonjeva, à Kouchala, il y a plein de productions, donc ils ne sont pas valorisés. Or que la richesse d'un pays, c'est le savoir pour valoriser le potentiel. C'est ça qui nous manque. Au moment où les manguiers commencent à fleurir et à porter par endroits des fruits, c'est au même moment que la future usine de transformation et de conditionnement de fruits sort de terre à l'entrée de la ville. Par rapport à des débouchés que nous avions, nous recherchons une zone qui avait énormément de plantations de manguiers. Donc le Mali s'est trouvé être une zone vraiment formidable, surtout le cercle de Yanfolila, tout simplement parce qu'il y a énormément de planteurs, de mangues qui se perdent, et ça correspond exactement à ce que nous recherchons en matière de production. Principalement, c'est les mangues, mais bon, il y a beaucoup d'autres fruits et légumes. Nous avons pratiquement fini les soubassements, surtout sur le premier bâtiment, le bâtiment donc où va se situer l'usine. Et parallèlement à ça, nous avons des hangars de stockage, nous avons aussi une partie, tout ce qui est chaudière, évaporateurs qui vont être installés. C'est un bâtiment préfabriqué. C'est suite à la visite du président que nous avons décidé de choisir le Mali, pour toutes ces raisons. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. C'est vraiment avec une joie immense que nous avons accueilli cette nouvelle. Depuis au départ jusqu'à maintenant, on est au parfum. Donc, une fois de plus, vraiment, ça c'est à la bénédiction du président de la République que nous venons encore d'avoir un acquis qui prend en compte vraiment une grande partie de nos soucis. L'arrivée de cette usine ne fait que renforcer encore notre capacité d'exportation et de valorisation de notre production fruitière. C'est un message de reconnaissance, d'abord à l'endroit du prince et à l'endroit de notre président de la République. Aujourd'hui, la filière mangue compte au niveau du cercle 1200 producteurs, 18 coopératives. Et cet investissement de plus de 6 milliards de francs CFA par les opérateurs privés monégasques devra accompagner les populations dans leur développement avec à la clé des emplois. Dans un premier temps, pendant les 2 premières années, c'est environ 10 tonnes à l'heure. Théorique, donc disons entre 8 et 9 tonnes en pratique. Et si tout va bien, la 3e année avec les cultures que nous allons mettre en exploitation dans les villages avoisinants, on va doubler la capacité et passer à 20 tonnes. Ce sont essentiellement des fonds privés à 100%, et environ on est à 6 milliards 500 millions, approximativement dans un premier temps. Et avec les terrains qu'on va mettre en culture, on va facilement atteindre les 10 milliards facilement, oui, dans les 3 années à venir. L'emploi aussi, c'est très important puisqu'on aura environ entre 110 et 160 personnes qui vont travailler en permanence sur le site, sans compter que si on arrive à mettre, comme on le souhaite, au bout de 4 ou 5 ans, 6 000 hectares en culture,
Il y aura pas mal de travail à faire aussi sur ces terrains-là. 6 000 emplois indirects, oui, à travers les communautés villageoises, oui. La future usine ne va pas travailler sur un terrain vierge, puisque ici, à Yanfolila, existent déjà des initiatives et infrastructures pour prendre en compte les préoccupations des populations en matière de transformation de produits. L'usine qui vient de naître aussi, bon, nous pouvons collaborer, on peut faire des échanges, surtout sur le point de vue technologie. Bon, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas une concurrence entre nous. Nous devons nous donner la main, collaborer pour que la zone se développe. La future usine, fruit de l'amitié entre le Mali et la principauté de Monaco, compte démarrer ses activités dès cette campagne. La fin des travaux de ce chantier est prévue pour la première quinzaine du mois prochain. Le village de Tatriman, dans la commune rurale de Katiena, dans le Sahel de Ségou, a désormais son centre de santé communautaire d'un coût de 23 millions de francs CFA et financé par l'ONG Global Partner in Hope. Ce centre permettra de rapprocher davantage la population des soins de santé. C'est le ministre délégué à la décentralisation qui a coupé le ruban symbolique. C'était en présence du gouverneur de la région de Ségou. Là-dessus, une correspondance de Amaïguéré Orobaradolo. Le présent centre de santé de Tatriman qui s'inaugure comporte un dispensaire, une maternité, une pharmacie, une adduction d'eau, un équipement médical, 5 agents sociosanitaires, un fonds de roulement initial et toute autre commodité nécessaire. Le tout pour un coût global de 32 millions de francs CFA financé par le partenaire américain Global Partner in Hope à travers le Centre protestant pour l'assistance médicale au Mali, l'ONG CEPAM Mali, dont l'engagement est de participer au développement des 574 000 âmes qui peuplent l'interfleuve, c'est-à-dire de Senzana à Mopti. Nous avons prévu, en rapport avec les autorités des communes rurales et les autres autorités impliquées, de mettre en place 5 nouveaux centres de santé entre 2009 et 2014. Partant de la politique nationale de la santé aux objectifs du millénaire pour le développement, en passant par le PDS, le ministre délégué en charge de la décentralisation a rappelé le rôle de chaque acteur. Aujourd'hui, nous consacrons une partie du partenariat de la coopération entre les États-Unis et le Mali. La coopération est multiforme entre État et État, mais entre aussi collectivités locales, mais entre aussi les associations de bonne volonté et les collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes sur une des formes de coopération qui est la coopération locale, la coopération décentralisée. Le lancement hier samedi à Kaye de l'opération Taxi Auto, ce sont 10 taxis neufs qui ont été remis aux chauffeurs kaysiens. Cette opération est une réponse aux problèmes de mobilité et à la vétusté du parc auto dans la région. Correspondance Idrissa Goulou-Sissoko. Avec le lancement de cette opération taxi, les populations de Kaye voient leurs problèmes de mobilité résolus. En effet, 10 chauffeurs viennent de bénéficier de taxis neufs à travers l'opération Taxi Auto de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et son partenaire, la Banque régionale de solidarité BRS. Dans son discours de bienvenue, le représentant du maire de Kaye, Issa Kanouté, dira que cette opération est une réponse sûre à la mobilité avant de rassurer les taximans du soutien du conseil communal. Le président de la coopérative des chauffeurs et conducteurs de taxi du Mali dira que la coopérative s'engagera pour la réussite de l'opération. Nous souhaitons que les appuis sollicités par la coopérative il y a 2 ans de cela, depuis le premier lancement, seront acquis de manière concrète en vue de donner à ce programme le succès attendu. La coopérative est engagée. Elle restera engagée davantage pour faire de l'ensemble des opérations un véritable succès. Le parc de taxi au Mali se caractérise par sa vétusté et le secteur miné par 2 mots principaux, à savoir la sous-traitance, la sous-location et l'absence de sécurité sociale pour les chauffeurs. C'est pour inverser cette tendance que l'ANPE et ses partenaires ont décidé d'appuyer la coopérative des chauffeurs et conducteurs de taxi du Mali pour l'introduction progressive de 1000 taxis neufs au Mali
en vue de la création d'un secteur moderne et formel de transport urbain. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 526 véhicules répartis entre Bamako, Sikasso et aujourd'hui Kay. Les autorités régionales rassurent de leur soutien et invitent les taximans au travail. Fin cet après-midi des travaux des assises du 12e congrès ordinaire du syndicat de l'industrie, du bâtiment et matériaux de construction. Les congressistes ont renouvelé leur confiance en Moussa Konaté pour un nouveau mandat de 5 ans. Amadou Ouattara. Il s'agissait pour les membres du syndicat de l'industrie du bâtiment, bois et matériaux de construction de procéder au cours de ces assises au renouvellement des instances dirigeantes. C'est ainsi qu'un bureau de 41 membres a été mis sur place. Les congressistes ont renouvelé leur confiance à Moussa Kanouté pour un mandat de 5 ans. On a tendance à croire que lorsqu'un syndicat est créé, il est créé pour poser des problèmes à l'entreprise ou au service. Cette image, il faut vraiment la corriger, parce qu'il faudrait que l'employeur comprenne que le syndicat est un partenaire. Parce qu'il n'y a pas de syndicat quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de syndicat quand il n'y a pas de service. Mais il n'y a pas aussi d'entreprise lorsqu'il n'y a pas de travailleurs. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que nous sommes complémentaires. Sachant qu'aucune association ne peut réussir sans une bonne formation de ses militants, le nouveau bureau veut en faire une priorité. Nous allons approcher nos employeurs pour avoir des petits financements afin de former nos militants. De façon séquentielle, les inviter soit à la bourse du travail ou dans les services, puisque ici, par exemple, peut être une très bonne salle de réunion ou une salle de séminaire pour essayer de former nos militants. Comme ça, on fera la différence entre l'administration et le rôle du syndicat. Actualité oblige, les membres du bureau ont condamné les douloureux événements survenus au nord du pays. D'ailleurs, ils ont adressé des félicitations aux Aigles du Mali pour leur brillant parcours à la 28e Coupe d'Afrique des Nations. La section nationale des mines et des industries du Mali a tenu cette semaine sa 12e conférence nationale. Au cours de cette session purement syndicale, un nouveau bureau a été mis en place. Une équipe de 43 membres dirigée par Fousseini Touré, secrétaire général sortant, est reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Fadem Baketa. Cette 12e conférence de la section nationale des mines et des industries porte non seulement sur la mise en place des nouveaux bureaux, mais aussi sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les syndicalistes présents prônent le dialogue social comme facteur de développement socio-économique des entreprises. Le cadre de renouvellement des instances de base des organes de l'UNTM portait sur le renouvellement du bureau de la section de la SECNAMI, section nationale des mines. C'était dans ce cadre que les travaux se sont effectués. C'est le thème de solidarité et de cohésion syndicale en République du Mali, surtout. Et réellement des thèmes tendant vraiment à une cohésion, à une meilleure harmonisation du monde syndical, plus de solidarité entre les mouvements syndicaux en République du Mali. Conformément aux objectifs de la conférence, un bureau de 43 membres a été mis en place. L'ancien secrétaire général Fousseini Touré a été reconduit à la tête de la centrale syndicale pour un mandat de 5 ans. Il n'est pas facile de faire un exercice démocratique. Nous sommes parvenus à le faire. Il n'est pas facile d'aller vers la paix et la cohésion. Je les appelle, je demande à tous les affiliés du SINACOM, de la section nationale des mines et des industries et de l'UNTM de rester unis, vigilants pour les batailles futures à venir. La section nationale des mines et industries du Mali est l'une des 4 sections du syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie affilié à l'Union nationale des travailleurs du Mali. Selon les responsables du syndicat des mines, une synergie d'action s'impose pour la bonne marche de leurs activités. Les journées du savoir doivent être institutionnalisées, mieux étendre cela à d'autres couches socio-professionnelles. C'est là l'une des principales recommandations issues de la rencontre dont les travaux ont pris fin hier samedi. Organisée par le groupe de recherche en économie appliquée et théorique, les journées du savoir ont regroupé une 50aine de participants. Ils étaient venus de la sous-région, mais également de l'Afrique centrale et des États-Unis d'Amérique. Un reportage de Alpha Maïga. Savoir et nouvelles technologies de l'information et de la communication.
les enjeux de l'enseignement de la philosophie au niveau secondaire, analyse de l'intégration des marchés agricoles au Mali et dans la sous-région. Ce sont là quelques thèmes développés au cours des journées du savoir. Des journées qui ont réuni 48 heures les participants venus du Congo, de la Tanzanie, du Niger, du Sénégal et des États-Unis d'Amérique. Le sujet est tellement intéressant que c'est devenu en quelque sorte un actif pour les entreprises et pour les sociétés. La faim, c'est pour le développement, c'est pour la lutte contre la pauvreté. Pas seulement la création de la savoir, mais aussi il y a la nécessité de créer les capacités dans les gens, dans les humains, de vraiment travailler dans les conditions modernes où cette capital humaine est très, très importante. Au terme des échanges, un certain nombre de recommandations ont été formulées. La principale recommandation, c'est qu'il y a une forte demande pour que ce genre de rencontres soit institutionnalisé. C'est-à-dire les gens souhaiteraient que nous puissions organiser ça de façon périodique, régulièrement, et que nous puissions élargir la liste des participants aux décideurs, au secteur privé, à la société civile, et que la question du savoir mérite d'être portée à la connaissance du grand public. Les journées du savoir ont été organisées par le groupe de recherche en économie appliquée et théorique. Le réseau de développement et de communication des femmes africaines, FemmeNet Mali, en collaboration avec le collectif des femmes du Mali, COFEM, a fait une remise d'actes d'état civil, c'était hier, à la population de Narena. Cette initiative appuyée par les femmes danoises a pris en charge environ 200 filles et femmes ainsi que 50 couples en leur attribuant des actes de naissance, de mariage et des cartes d'identité. Cette remise de dossier vise à protéger les droits civiques et politiques des femmes et enfants ruraux. Nos envoyés spéciaux là-bas, Djemba Moussa Konaté et Amadou Kone. Après Samanko, Kalabambougou, Wenzendougou et Bankoni, la population de Narena a bénéficié ce samedi de la remise solennelle de plus de 400 actes d'état civil aux femmes et enfants de la localité. La concrétisation de ce geste s'inscrit en droite ligne des objectifs du projet Droit et citoyenneté des femmes au Mali. Cet appui de grande portée a été apprécié à sa juste valeur par les notabilités et autorités communales. Pour qu'ils connaissent vraiment la situation des femmes de la brousse, leur manque beaucoup pour faire face à certaines activités telles que la confection des cartes d'identité, la confection des actes de naissance pour les enfants. Tout repose sur les femmes. Donc quand l'ONG FemmeNet a pensé à cette situation-là, nous à la mairie, nous en sommes beaucoup réjouis. Selon une étude réalisée par l'UNICEF en 2006, seulement 46% des naissances sont enregistrées au Mali. Et ce sont les populations rurales qui enregistrent le plus faible taux de déclaration à la mairie. Cet acte du FemmeNet vise aussi à inciter la population de Narena aux enregistrements. Face à ce faible taux d'enregistrement des différents faits d'état civil, à savoir naissance, mariage et décès, et FemmeNet, soucieux des préoccupations de ses membres, a décidé de corriger rapidement ces lacunes préjudiciables aux femmes et aux enfants. Le collectif des femmes du Mali, COFEM, contribue à valoriser le statut de la femme par la sensibilisation, l'information et la formation sur leurs droits et devoirs, en vue de leur participation au processus de développement au Mali. Le groupe scolaire de la Fabougou B prend désormais le nom de Djangina Koulibaly, son premier directeur. La cérémonie de baptême a eu lieu hier dans l'enceinte de l'établissement, une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités politiques et administratives, mais également des anciens élèves. Isaac Tchenou est allé voir. Montée des couleurs, découverte de la plaque, remise de matériel, ce sont là les temps forts de cette cérémonie de baptême de l'école qui porte désormais le nom de Djangina Koulibaly. Premier directeur de la dite école, cet ancien exemplaire a gravi tous les échelons. Moniteur d'enseignement, il devient ensuite professeur d'enseignement secondaire. Décédé en octobre 2008, il est aujourd'hui immortalisé par cette action en son nom. Ils sont nombreux, autorités administratives, politiques, anciens collaborateurs, anciens élèves et parents, à être témoins de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dire à la nouvelle génération
de s'inspirer des œuvres de M. Koulibaly. Feu Diankina a honoré le système éducatif malien. Il a servi le système éducatif malien. Il a formé des cadres qui servent le pays dans tous les secteurs de développement. Voilà la fierté d'un enseignant. Voilà la fierté d'un citoyen. Ce sont des anciens élèves fiers de voir l'établissement baptisé au nom d'un des enseignants qui a le plus marqué leur esprit. Au nom des milliers d'élèves qui ont appris à lire, à écrire et à compter sous votre clairvoyante direction, marquée du sceau de la rigueur et de l'esprit de saine émulation, je vous dis merci infiniment. Mais moi, je lance un appel aux anciens élèves de cette école à travers une association qui doit normalement être mise en place pour accompagner les autorités scolaires dans le cadre de la politique qu'ils veulent mettre en place pour le bien-être d'abord des élèves et pour le développement de l'école. Cette cérémonie ne peut qu'être une fierté pour la famille Diankina. Voilà, ils ont tous fait le déplacement, ces anciens élèves de l'école, le groupe scolaire de la Fabougou B, qui prend désormais le nom de Diankina Koulibaly, son premier directeur. Le Mawloud a été célébré à Dili dans la joie et dans la communion. Les fidèles venus de plusieurs pays ont magnifié le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par des prêches et de la lecture du Saint-Coran. Ils ont également imploré Allah et prié pour la paix au Mali. Nos envoyés spéciaux à Dili, Daouda Sidiki Diarra et Abdrahman Keita. Le Mawloud a une signification profonde pour les musulmans. Sa célébration chaque année est l'occasion pour les fidèles d'invoquer Dieu, notre Créateur, et de rendre un vibrant hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ici, à Dili, outre le Mali, les fidèles sont venus de la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, entre autres. Ils ont célébré l'événement à travers des séances de prêche, de lecture du Coran pour rendre grâce à Allah. À cela, il faut ajouter la nomination des Moukadem. Un Moukadem, ça veut dire qu'un ambassadeur du Cheikh. Il représente le Cheikh quand le Cheikh est absent. Il joue le rôle d'un grand leader islamique en absence du Cheikh. Au-delà de son caractère festif, l'amicale des homonymes de Oumou et Moudboukan prône le développement de cette ville sainte qui accueille des milliers de pèlerins par an. Avec le projet que nous avons en vue, nous avons mené certaines activités, à savoir la clôture de la tombe de Mondo Ablassoual à Dina. Nous avons planté des arbres à Dili. Nous avons décidé de construire la maison des hommes de Modibo et Oumou à Dili. Cette maison sera constituée de deux grands bâtiments. D'une part, la maison de Oumou, d'autre part, la maison de Modibo. À l'intérieur de ce grand bâtiment, il y aura aussi un grand forage équipé de pompes solaires. Vous savez que vraiment le problème d'eau à Dili est récurrent. Ensuite, nous avons décidé de faire aussi, pour faciliter l'hébergement et la nourriture des pèlerins, nous avons décidé de faire des cuisines populaires durant la fête du Mawloud. La célébration du Mawloud crée la solidarité entre les musulmans qui renouvellent ainsi leur foi à Dieu. Les fidèles ont tous prié pour le Mali afin que la paix revienne au nord de notre pays. Le Soudan français, institution politique et administrative de la colonisation française du XVIe siècle à 1960, c'est le titre d'un livre qui est désormais disponible dans les librairies. L'auteur de cet ouvrage, le docteur Raphaël Théophile Keita, a procédé à son lancement aujourd'hui même. Le livre, qui comprend deux parties, passe au peigne fin les méthodes de la conquête du Soudan français par les colonisateurs sur le plan commercial, militaire et politique. Pour plus de détails, nous écoutons le docteur Raphaël Théophile Keita. Il est au micro de Salima Tandao. La première phrase de ce livre-là, c'est un adage de chez nous. Soudon, Djidon, Yiridon, Yiredon, Yoronte. J'ai voulu, en écrivant ce livre-là, d'abord connaître l'histoire institutionnelle, politique, juridique, administrative de mon pays. Et donc faire connaître ça aussi à nos parents, et particulièrement à nos enfants qui sont encore moins, j'allais dire, chanceux que nous. J'ai, moi, pris tous les trois empires coloniaux français qui se sont succédés du XVIe siècle jusqu'à 1930. Quelles institutions politiques, administratives,
juridique, social, culturel, sportif. Il y a des chapitres militaires. Comment les Français ont conquis, ont passé sur le corps de tous nos résistants, depuis les El Hadji Omar Tall jusqu'à Samori Touré, en passant par Babemba, Tcheba. Comment les Français ont institué l'administration que nous utilisons actuellement, les commandants de siècle, ça date de 1883 par exemple. Voilà des choses que je dis. Et comment ils ont prévu de coloniser tout, de joindre depuis le Sénégal jusqu'à l'Algérie. Des plans avaient été faits par exemple par M. Chambonneau en juillet 1688, en décrivant chaque fois comment nos parents ont résisté, comment l'impôt est arrivé. Fin de la 8e édition du Festival international Kai Médine Tambacounda. Ce festival devenu facteur d'intégration a vu la participation des festivaliers venus du Mali, mais également de la sous-région et de l'Europe. Jafar Aïdara nous en parle. Pendant 3 jours, le Festival international de Kai Médine Tambacounda a fait revivre à Médine ses années d'opulence. Par des danses folkloriques et les chansons retentissantes du Kasso, ont réveillé sans doute le souvenir du roi Kassonké Awa Demba, du colonel Faidherbe et du marabout du Fouta El Hadji Omar Tall, toutes choses qui constituent la richesse inépuisable de Médine. Depuis 3 ans, nous avons régulièrement soit un puits qui est réhabilité ou un forage qui est construit pour les populations de Awa Demba. Cette 8e édition du festival de Kai Médine Tambacounda a été un moment privilégié de dialogue et de rencontre des cultures Bamana, Peul, Olof et Kassonké autour du site historique qu'est le Fort de Médine, ce joyau architectural classé patrimoine national en 2009 sur la liste des biens maliens susceptibles de rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette 8e édition a atteint ses objectifs à 95%. Par la restauration du fort de Médine. Vous savez, depuis la première édition, quand on a initié l'événement, c'était pour arriver à la restauration du fort de Médine. Le festival Kai Médine Tambacounda a favorisé le brassage ethnique et l'intégration sous-régionale à travers les échanges culturels. Aussi voudrais-je demander aux responsables administratifs du cercle de Kai et de la commune de Awa Dembaya et à la promotrice d'œuvrer ensemble pour faire de cet événement un facteur de développement économique, social et culturel du cercle et de la région. Au cours de ce festival, l'association française Dar es Salam a remis des matériels médicaux à l'hôpital de Kai, composés d'un cardiogramme, des tricycles, des médicaments et 2 bus aux femmes et aux jeunes de la commune rurale de Awa Demba. 8 groupes musicaux du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Mali sont en compétition dans la 7e édition du Festival international Triangle du Balafon. Les groupes se sont succédés devant le jury et le public dans la salle Lamissa Bengali. C'était en présence du ministre de la Culture Amal Niang, entouré de plusieurs invités de marque venus de la sous-région, nos envoyés spéciaux à Sikasso, Moïse Traoré, Sidi Modibo Dambélé et Ibrahim Koulibaly. La rythmique xylophone est la dominante des œuvres en compétition. La seconde soirée devant le jury a vu se produire les groupes Bouanzan du Mali, Kébaphone de la Côte d'Ivoire, Djeli Guinée de la Guinée-Conakry. Les critères, c'est d'abord l'authenticité de l'instrument qui nous réunit ce soir, comme vous le constatez, la valeur. Un instrument fédérateur. Quel type de récompense ces meilleures troupes vont recevoir? En espèces, ça va de 1,5 million, si je me rappelle bien, à 1,5 million, 1,750 000. Je pense bien que c'est ça, si je ne me trompe pas. Et il y a le trophée d'une valeur de 750 000 francs. Au cours de la première soirée, 4 autres groupes se sont produits devant les officiels et le public. Un public qui a pris d'assaut les 1200 places de la salle Lamissa Bengali. C'est que cet instrument de valeur, il ne faut pas qu'il se perde avec le temps. Et des dispositions sont prises dans ce sens. On s'est adressé à la jeunesse et des dispositions sont prises au niveau du ministère de la Culture du Mali et du Tourisme. Il est même créé au Mali qui semble être à l'avant-garde de cette politique. Un centre Bala Fasike où les virtuoses se produisent et où les cadres
qui ont la volonté, qui ont les sentiments et les désirs de perpétuer cet art-là, vont se former. Et les autres ont proposé que l'on fasse même une sorte d'université. Cette 7e édition du Festival Triangle du Balafon est couplée avec la rentrée culturelle 2012. Et du son du balafon, nous passons allègrement au rythme reggae avec la 7e édition du Festival international Reggae de Bamako qui a vécu hier soir à l'espace Bouna à 2000. Cet événement qui a regroupé cette année des Rastas venus de 8 pays africains est né en 2005. C'était à Addis Abeba en Éthiopie et c'était pour célébrer l'anniversaire de la naissance du roi du reggae, Bob Marley. Et depuis, Sistamam, la malienne, en collaboration avec les réseaux de communication Kaira et le mouvement Rasta du Mali, Mourassement, perpétue cette tradition qui magnifie la figure emblématique et planétaire du reggae, Robert Nesta Marley. Reggae, dreadlocks, peace and love, voyage dans le Rastaland pour cette 7e édition. C'est avec Modibo Soirée. Février 1945, février 2012, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, aurait eu 67 ans ce mois. Pour fêter ce 67e anniversaire de la naissance du roi du reggae, le réseau de communication Kaira, le mouvement Rasta du Mali, Mourassement et Sistamam respectent ainsi une tradition. Comme les précédents, ce 7e rendez-vous a réuni des ténors du reggae africain pour rendre hommage à celui qui a toujours marqué l'histoire de la musique reggae et le mouvement Rastafari. L'Union africaine ayant cerné toute la dimension de cet illustre homme a célébré le 60e anniversaire de sa naissance à Addis Abeba en Éthiopie en février 2006 pour que tous les Africains le redécouvrent et le connaissent mieux. La grande innovation de l'édition 2012 a vu la participation de 3 créateurs et stylistes à travers un défilé de mode sous la houlette de l'agence Mali Mode. Le public a pu apprécier des tenues en cotonnade qui nous rappellent bien le bon vieux temps. Bref, nos valeurs ancestrales dans sa diversité vestimentaire. Après cet entracte, la musique a occupé le podium à travers des sound systems assurés par le groupe Hakilima Roots et l'orchestre Sultran qui ont accompagné tous les Rastamen invités ce soir à l'espace Bouna pour rendre hommage à Bob Marley. Les Rastas, vous avez beaucoup de travail à faire en Afrique, au Mali en Afrique, compte tenu du contexte mondial actuel. Et le Rasta n'est pas à distinguer de la politique. Le Rasta est né dans la politique, vivra dans la politique, fera la politique partout. Une politique au service des peuples. Rendez-vous éducatif et d'échanges politiques et culturels. Le festival reggae du Mali prône l'amour, la paix, l'entente et la cohésion sociale. Les Rastas se sont exprimés dans diverses langues et ont joué sur le même tempo, le reggae. Et c'était souvent à travers des reprises de certains titres de la star planétaire du reggae. Bob Marley a chanté la paix. Aujourd'hui, on a besoin de cette paix au Mali. Et c'est un message fort que nous voulons transmettre pour dire que la culture aussi, c'est un facteur de paix et de cohésion sociale. Donc ce qui se passe aujourd'hui contribue grandement à cela. Des guest stars comme le maréchal Zongo et Baba Nikouni ont également marqué de leur présence à travers des featuring pendant le show comme quoi reggae rime avec d'autres sonorités. Ce festival reggae qui, comme les précédents, est resté donc dans l'esprit de la philosophie de Bob Marley qui se résume en cette phrase: tout se règle dans l'amour. Voilà, merci Modibo Soirée, vous l'avez dit, tout se règle dans l'amour et certainement c'est avec cet amour dans la voix qu'elle a fait vibrer le cœur des jeunes mélomanes des années 80-90 et elle est restée encore dans la mouvance des nouvelles générations. Je vais parler de la chanteuse américaine Whitney Houston qui a vendu des dizaines de millions d'albums dans le monde. Elle a été retrouvée morte ce samedi dans sa chambre d'hôtel de Beverly Hills. Elle avait 48 ans. La chanteuse aux 5 octaves s'est éteinte à Beverly Hotel de Los Angeles où a lieu ce samedi même la soirée de gala organisée comme chaque année par son mentor, le meneur du disque Clive Davis, né en 1963 dans le New Jersey, marqué par des grandes chanteuses de soul music comme Aretha Franklin, Whitney Houston, surnommée The Voice, la voix, avait commencé à chanter le gospel
C'était dans un chœur d'église avant de devenir l'une des plus grandes artistes de l'histoire de la pop musique contemporaine, enchaînant les succès dans les années 80 et 90. Et parmi ses plus grands succès, on se rappelle I Will Always Love You, la bande originale du film de Bodyguard, qui avait gagné en 1984 le Grammy Award du meilleur album de l'année. On ajoute que l'artiste avait elle-même remporté 6 fois le prestigieux Grammy Award. On écoute The Voice, la voix. Au sommet de sa gloire, on l'avait surnommée la voix. À 48 ans, Whitney Houston s'est éteinte. Actrice, chanteuse, elle fut l'une des étoiles les plus brillantes des années 80 et 90. Avec son physique de mannequin et sa voix puissante, Whitney Houston enchaîne les succès. Chaque single atteint les sommets des hit-parades. En 25 ans, elle a vendu plus de 170 millions d'albums. Dans The Bodyguard en 1992, elle joue aux côtés de Kevin Costner. La bande originale du film sera l'une des plus vendues dans le monde grâce à sa chanson I Will Always Love You. Mais depuis une dizaine d'années, sa voix se faisait rare. Dès la fin des années 90, les problèmes s'enchaînent pour la diva, en particulier la drogue. Whitney Houston multiplie les cures de désintoxication. S'ajoute le divorce avec son mari Bobby Brown et des dettes qui l'obligent à vendre ses biens personnels. En 2010, elle tente un comeback, la voix cassée, incapable de chanter. Son concert tourne à la catastrophe devant un public consterné. C'est le pire concert auquel j'ai assisté de toute ma vie. Mais devant l'hôtel de Beverly Hills où elle est décédée, c'est évidemment une immense tristesse qui domine. Je suis anéantie par la nouvelle de sa mort. C'était l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Je l'écoute depuis que je suis toute petite. Whitney Houston préparait un nouveau retour avec un album plutôt bien accueilli par la critique. Mais cette fois, la voix s'est définitivement éteinte. Voilà. Merci d'avoir suivi ce journal. Le journal est repoussé en raison de la soirée de foot. Ça valait le coup. Soirée qui sera d'ailleurs prolongée tout à l'heure. Ce sera dans le journal spécial Cannes avec Khalifa Namatraoui. Ce sera après la page météo de Abdoulaye Keita. Et pour le journal qui retrouve ses horaires habituels, ce lundi, on est déjà lundi à 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga, 18h, 20h, Sira Badili. Merci et excellente fin de soirée.